Alors, merci d'être parmi nous. Alors, je passe tout de suite la parole à Nicolas, qui va nous faire un exposé sur notre sujet, et puis on poursuivra avec la table ronde, qu'il rejoindra d'ailleurs. À toi, Nicolas. Merci. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus bref que prévu, puisqu'on doit gagner du temps. Et je vais faire ça en 2 temps. Je vais vous résumer un petit peu mon parcours, qui va vous permettre de mieux comprendre comment les choses se sont faites. Et puis je vous donnerai je partagerai un certain nombre de convictions. Alors la première chose qu'il faut intégrer, c'est juste rapidement, moi j'ai une formation de physicien, j'ai fait des études de physique à Stanford, et je suis tombé dans le digital par hasard. J'avais pas du tout prévu, c'était pas du tout mon objectif. Je me voyais, mon père était physicien au CNRS en France, je me voyais tout à fait dans ce milieu-là. Et puis, je suis tombé dans la cybersécurité. Au départ, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'au laboratoire où on était, on n'avait pas les accès qu'il nous fallait. Le département informatique de la fac nous répondait jamais, donc on a fait ce qu'il fallait pour réaliser ce dont on avait besoin. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus amusant et beaucoup plus engageant. Et donc, quand je suis rentré en France après un petit passage au Japon chez Sony, j'ai démarré la première société française de tests d'intrusion, qui s'appelle Intrinsèque, qui existe toujours, qui est toujours un des leaders en France. Et on a eu un succès extrême tout de suite. Cette société a très bien marché, et on a été confronté immédiatement à la manque de talent. C'est-à-dire très vite, on s'est retrouvé avec des tonnes de missions et une incapacité totale à les faire, parce qu'on était incapable de trouver des experts en cybersécurité. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à avoir à les former. C'est-à-dire que vu qu'on ne les trouvait pas, il a bien fallu qu'on se mette à les faire. Et du coup, avec mes associés, c'est moi qui me suis retrouvé à faire ça. Et il se trouve que je me suis rendu compte rapidement que ça me plaisait plus que faire du business. Et donc, je me suis réorienté vers l'éducation. Alors, j'ai commencé à enseigner la cybersécurité au LRI, donc une structure d'Orsay. Et puis rapidement, devant la difficulté, je dirais administrative, que je me suis retrouvé vers une école privée, l'EPITA, où il se trouve qu'on a été co-enseignant du coup, pour avoir une certaine souplesse, parce que rapidement, je me suis rendu compte que les méthodes traditionnelles d'enseignement marchaient pas pour former des experts en cybersécurité. Et donc, rapidement, on a mis en place un ensemble de formations beaucoup plus pratiques, donc orientées sur des projets, avec des entreprises, en l'occurrence mon entreprise, mais certaines autres aussi. À l'époque, il y avait notamment Thomson, avec qui on fonctionnait beaucoup. Et rapidement, on a développé un ensemble de méthodologies autour je dirais, un truc beaucoup plus hands-on, avec quand même une présence assez importante théorique à l'époque, puisqu'on était dans une école qui n'était pas une école d'ingénieur à l'époque, qui est devenue plus tard, mais qui était quand même une école assez classique. Et donc, on a développé ça. Ça a très bien marché pendant à peu près 6-7 ans, et puis EPITA s'est développé, c'est devenu une des références. Et on a, à un moment donné, on est rentré le groupe qui possédait EPITA a fait faillite. Ça a été repris par un autre groupe, qui est le groupe Ionis, qui est le premier groupe d'éducation privée en France. Et ce groupe a mis dans son objectif stratégique le fait que l'EPITA devienne école d'ingénieur et obtienne le titre d'ingénieur. Ça nous a conduit à, je dirais, une opposition avec nos méthodologies en cours. C'est-à-dire que la commission d'éthique qui est venue nous a dit « faut pas faire comme ça, vous avez trop de projets, vous faites pas assez de théorie, etc. » Et ça a donné un schisme pédagogique, c'est-à-dire qu'on a été obligé de décider d'arrêter de faire ce qu'on faisait. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai démissionné. Je lui ai dit, moi, ça m'intéresse pas de faire comme toutes les écoles d'ingé. En plus, j'avais Intrinsèque qui marchait très bien et qui m'a essayé de m'attirer pour me dire qu'il faut passer plus de temps dans la boîte. Et donc, j'étais parti. Et là-dessus, le PDG du groupe est venu me voir en disant qu'il comprenait pas pourquoi je démissionnais, puisque pour lui, le fait qu'on obtienne ce titre était un progrès, alors que moi, je pensais que c'était une régression. Et donc, je lui ai expliqué ce que je pensais, et ça nous a conduit à créer Epitech. Quand on a créé Epitech, l'idée en créant Epitech, c'était de se dégager des contraintes administrativo-académiques que amenait le titre d'ingénieur. On a fait ça, donc on a fait un cursus qui était radicalement plus orienté projet. Ça veut dire que à Epitech, quand on a créé Epitech, on a décidé qu'il n'y aurait plus une seule note
une seule évaluation qui ne soit pas concrètement attachée à un projet. C'est-à-dire qu'on n'a plus un seul examen, on ne vérifie plus que les étudiants acquièrent de la connaissance, mais exclusivement qu'ils soient capables de la mettre en pratique dans les choses. Bon, j'ai dirigé Epitech pendant 15 ans. Quand on a démarré, on avait 60 étudiants. Quand je suis parti, on en avait un peu moins de 10 000, avec un succès bon, je ne connaissais peut-être pas Epitech, mais en gros, en France, on est classé dans les 3 premières écoles. Enfin, ils ont été classés dans les 3 premières écoles pendant plusieurs années. Le salaire moyen de sortie est 30% au-dessus de la moyenne des écoles d'ingénieurs. Donc, ça marche extrêmement bien. Donc, à partir de ce moment-là, on a eu une rencontre un peu fortuite avec quelque chose qui s'appelle Zubdeco. Zubdeco, c'est une association en France qui est faite pour aider les décrocheurs. Ça a été fondé par quelqu'un qui s'appelle François Bentanan, qui est lui-même un décrocheur et qui a fait fortune, qui a vendu une entreprise, hein, et il a réinvesti tout ce qu'il a gagné dans cette entreprise, dans une fondation, pour éviter que les jeunes décrochent du système scolaire. Ça s'appelle Zubdeco, ça marche très bien. Et avec lui, on a créé quelque chose qui s'appelle la Web Academy, avec comme idée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'est rencontrés un jour, et j'étais en train d'expliquer en quoi je pensais que les pédagogies actives, basées sur des projets, etc., permettaient de mieux réussir, et en tout cas avec des profils différents que les écoles classiques. Et il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire sur des drop-out, des décrocheurs, des gens qui sont sortis du système scolaire? Je lui ai dit, écoute, je sais pas, mais on peut essayer. Et donc, on a lancé la Web Academy alors, la contrainte, c'est, on a pris que des étudiants qui avaient arrêté leur scolarité à 16 ans, donc des gens qui sont sortis du système scolaire, donc bien sûr qui n'ont pas le bac, et que des gens qui sont dans des secteurs défavorisés, c'est-à-dire qui habitent sur un espace de ce qu'on appelle une zone d'éducation prioritaire en France, donc qui vivent dans un espace, en tout cas défavorisé socialement. Et alors, là où il y a eu plusieurs surprises, la première, c'est que d'abord, ça a très bien marché. C'est-à-dire que on a formé une 50aine d'étudiants la première année, et puis maintenant, ça forme à peu près 200, 250 tous les ans. Tous ont trouvé du travail. C'est-à-dire que 2 ans après, on avait 100% des étudiants qui trouvaient du travail. Deuxième surprise, c'est que le travail qu'ils trouvaient, c'était du travail avec des mêmes salaires qu'un ingénieur. C'est-à-dire, je me rappelle plus combien c'était, mais ils étaient dans la grille de ce que vous aviez en sortie d'ingénieur. Troisième surprise, c'est qu'on s'est aperçu que sur certains domaines, on avait des performances supérieures que nos étudiants d'Epitech, c'est-à-dire des gens qui arrivaient avec un bac avec mention et qui faisaient 5 ans d'études. Donc ça, c'était une première chose. Et là, on a eu un coup de peau, on a eu un coup de chance. On a un coup de chance parce qu'il y a une jeune fille de cette première promotion qui s'est retrouvée à travailler chez Free. Bon, Free, l'opérateur en France, et il se trouve qu'au bout d'1 an chez Free, elle fait partie de leur équipe stratégique, c'est-à-dire elle fait partie des meilleurs. Et du coup, un jour, elle se retrouve à discuter avec Xavier Niel, et Xavier lui demande d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Elle lui répond, il y a 2 ans, je vendais des hamsters. C'est-à-dire qu'elle était vendeuse de hamsters chez Animanis 2 ans avant. Et au bout de 2 ans après, elle se retrouve parmi les meilleurs ingénieurs d'une des boîtes qui est censée être les plus avancées technologiquement en France, quoi. En tout cas dans la tête de Xavier, quoi. Et donc ça lui pose un certain nombre de problèmes. Hein, je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes le PDG d'une boîte, enfin pas le PDG, mais le propriétaire d'une boîte qui est censée être très technologique. Vous avez des grosses difficultés à recruter des ingénieurs, et on vous dit que l'une de vos meilleures ingénieurs était en train de vendre des hamsters 2 ans avant. Enfin, quelque part, c'est un peu choquant. Du coup, il m'appelle et il me demande ce qu'il en est. Hein. Je lui explique ce qu'on fait. Il me dit ah bon. Il me dit je vais en voir d'autres parce que ça m'est. Il dit ça elle est peut-être spéciale. Donc on a vu une dizaine d'autres jeunes comme ça. Il y en avait chez Deezer, il y en avait chez GoPro, chez Google. Bon, on a fait le tour d'un certain nombre de boîtes. Et en gros, il m'a dit mais c'est formidable. Pourquoi vous en faites 50? On en a besoin de 5000 quoi. Moi, je peux en embaucher déjà moi tout seul 100. Et donc on a lancé l'école 42. L'école 42, ça a été très clair. L'idée, ça a été de se dire, on veut former 10 000 informaticiens de haut niveau qui soient capables d'être des gens qui vont permettre à ces entreprises du digital d'innover. Voilà. Ça s'est lancé comme ça. Ça a très très bien marché. Vous avez peut-être entendu parler, mais bon, il y a eu de la communication un peu partout. Et au bout de 5 ans, donc j'ai dirigé Epitech 42 pendant 5 ans, ça s'est bien développé. Nicolas, peut-être que je vais te demander de garder la suite, bon, okay. Voilà, de conclure, et puis... Alors je vais conclure, mais je voudrais quand même... Et puis après tu prolongeras... Je voudrais quand même rapidement aller sur les convictions. Donc après ce parcours de 25 ans dans l'éducation,
Ma conviction aujourd'hui, elle est liée un peu au débat qu'on a eu avant. C'est que ce qu'on attend aujourd'hui d'un jeune, c'est plus de connaître des choses. C'est-à-dire que sa connaissance n'a plus aucune importance. On a besoin de gens, et je vais même, si j'ai écrit un livre qui essaie de l'expliquer, je suis aujourd'hui persuadé que connaître, savoir, c'est inutile, c'est dangereux et ça réduit la créativité. C'est quelque chose d'extrêmement important, et donc on doit, et malheureusement notre système éducatif, il est complètement tourné vers ce transfert de connaissances. Pour de très bonnes raisons, hein. Je dis pas que c'est inutile, ça a servi pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un handicap, et je pense qu'on a besoin de réorganiser tout ça de façon inverse. Je vais